professeure de français qui, au collège, apprend à ses élèves non plus le corbeau et le renard, mais la corneille et la renarde. Parce que il est évident que Jean de La Fontaine était certainement un mâle blanc hétérosexuel qui asservissait les femmes et qui en tout cas ne les mettait pas suffisamment à l'honneur. Parce que comme chacun sait, Jean de La Fontaine n'a jamais écrit La cigale et la fourmi. Bonjour Agnès Marion. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la chaîne Reconquête. On est vraiment très heureux de vous avoir à double titre. D'abord parce que vous êtes une des figures du mouvement. Hein. Vous êtes la porte-parole de la campagne Protégeons nos enfants, qui n'est pas la moindre des campagnes que Reconquête a mise en place. Et vous allez évidemment nous en parler longuement, je pense, aujourd'hui. Et ensuite, je m'adresse à nos abonnés, nos 65 000 abonnés, hein, je crois qu'on est même un peu plus que ça, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'interview sur cette chaîne, qui est une chaîne d'interview à l'origine. Hein, elle a été créée, je vous l'expliquais, en mars 2021 pour soutenir la candidature d'Éric Zemmour. Elle a commencé avec des interviews de personnalités extérieures, elle s'est continuée avec celle de dirigeants du mouvement. Et puis, on a arrêté à l'élection présidentielle. Donc, on reprend aujourd'hui le cycle des interviews avec vous. Donc, merci à double titre d'être là. Ben merci, je suis très flattée de régénérer, du coup, voilà, de donner une nouvelle impulsion à l'émission. Oui, c'est ça, une nouvelle dynamique. Merci de m'accueillir. Une nouvelle dynamique. Et on a vraiment besoin de vous entendre parce que le grand public ne vous connaît pas. Nos abonnés vous connaissent certainement un peu mieux que le grand public, mais peut-être pas tellement plus. Vous êtes pourtant au premier rang de tous les meetings de notre candidat, ex et futur candidat, je dirais. Et vous êtes une personnalité, vous êtes très proche de Marion Maréchal, vous êtes très proche de Guillaume Pelletier, et vous êtes évidemment très proche d'Éric Zemmour. Donc, Agnès Marion, dites-nous un petit peu d'où vous venez. Présentez-vous en fait pour nos abonnés, s'il vous plaît. Alors ça, c'est le truc le plus difficile à faire. Donc, je suis d'abord une mère de famille. J'ai 6 enfants. Ce qui fait qu'en fait, le sujet de l'école, c'était facile pour moi de l'aborder parce que je l'ai expérimenté avec mes propres enfants. Et ce qui me vaut d'être porte-parole de cette campagne Protégeons nos enfants, mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. J'ai été élue municipale à Lyon, sur l'arrondissement qui contient, alors pour vos téléspectateurs, la Guillotière. C'est comme ça que l'arrondissement dans lequel je siégeais est particulièrement connu. Malheureusement, défavorablement connu des services de police et des Lyonnais et de la France tout entière. Voilà, donc j'ai été élue dans cet arrondissement-là sous la mandature de Gérard Collomb, qui, il faut bien le dire, en fait, est parti de son ministère en disant nous vivons côte à côte, je crains que nous finissions par vivre face à face. Malheureusement, je trouve que le constat de son départ du ministère est absolument lucide. Je trouve que la politique qu'il a mis en place à Lyon quand il en était le maire n'a pas été à la hauteur de sa lucidité. Est-ce que c'est pas un peu le pompier pyromane, Gérard Collomb ? C'est un petit peu le pompier pyromane, en effet. C'est assez désolant d'ailleurs de se rendre compte que un homme politique connaît la réalité de la ville dont il est l'édile et ne met pas en place pour des raisons certainement politiques les politiques précisément qu'il devrait mener. Mais pour quelle raison, arrêtons-nous un peu là-dessus, pour quelle raison à votre avis ? Parce que en quoi l'intérêt d'un élu est-il de ne pas régler les problèmes de ses concitoyens ? Je ne comprends pas très bien, s'il veut être élu du moins. Alors ça, c'est une question compliquée. Je pense que si on en avait si on avait la réponse et si tous les Français avaient conscience de la réponse, je pense que les choses se passeraient certainement autrement. Alors, je pense qu'il y a un manque de courage, certainement aussi une peur de ce qui pourrait se passer si on mettait réellement en place les politiques nécessaires pour en finir avec. Alors précisément à la Guillotière, c'est des histoires de trafic de drogue énormément, et puis tout ce qui est lié à l'immigration massive, à toute la politique des migrants. Moi, je me rappelle quand j'étais élue, je dénonçais déjà en 2014-2015 le fait, alors c'était l'époque où il y avait beaucoup de Roms qui arrivaient en France, et il y avait de la prostitution infantile dans les cages d'escalier des immeubles de la Guillotière. C'est-à-dire qu'il y avait de la prostitution d'enfants de 12-13 ans. Et en fait, on fermait les yeux très pudiquement. Les réseaux n'étaient pas démantelés, parce que c'est évidemment des réseaux. Les réseaux n'étaient pas démantelés, ou alors de manière ponctuelle pour éviter, voilà, qu'un collectif, ou un immeuble soit trop mécontent. Donc en fait, on ne fait que déplacer les problèmes, et c'est ce qu'on fait de toute façon systématiquement. Donc voilà. En fait, le fait de déplacer les problèmes
permet certainement à l'homme politique de survivre, c'est-à-dire qu'il ne mécontente pas tout le monde en même temps, mais voilà, et ça lui évite d'aller dans le dur du problème où il faudrait effectivement beaucoup de courage politique, ce que visiblement en fait Gérard Collomb n'a pas. Voilà, on attend un Éric Zemmour pour avoir ce courage-là. On l'attend, c'est vrai. Vous, vous êtes engagé en politique depuis très longtemps. Vous étiez au Front National de la Jeunesse quand vous étiez adolescente. Ouais, vous me rajeunissez pas. Vous n'êtes pas très âgé non plus maintenant, mais vous avez une grosse expérience politique. Front National d'abord avec Bruno Gollnisch, qui vous met le pied à l'étrier il y a quelques années, puis Rassemblement National, et puis vous décidez de passer chez Reconquête. Alors, avant de parler de la campagne Protégeons nos enfants, dites-nous en plus sur cette transition, cette translation entre le Rassemblement National et Reconquête. Pourquoi êtes-vous venu chez Éric Zemmour ? Alors, je pense comme beaucoup d'entre nous, Éric Zemmour, ça faisait des années que je le suivais à travers ses émissions, que j'admirais l'intelligence et la lucidité et la capacité aussi de se franc-parler, de pas se défiler quand il fallait dénoncer les choses sous prétexte de bien-pensance, de pas froisser les uns, etc. Et il est arrivé un moment où, en fait, au Rassemblement National, je trouvais qu'on manquait de ce courage-là. C'était moins les convictions qu'animaient nos prises de position que les sondages, les enquêtes d'opinion. Voilà, il fallait se positionner en fonction de l'opinion publique. Et ça, je pense qu'en fait, c'est une boussole à courte vue. Et du coup, voilà, c'était vraiment pour moi le choix de la conviction, avec en plus un certain nombre de sujets qui moi me tiennent beaucoup à cœur, qui du coup restaient systématiquement dans l'angle mort du Rassemblement National, au prétexte de pas déranger. Et c'était tout ce qui était le combat civilisationnel, voilà, ce que désormais on a baptisé la droite civilisationnelle. C'était vraiment cette droite-là, qui est une droite du coup de long terme, en fait, qui a une vision du temps long, voilà, qui sait que son héritage est millénaire et que ce qu'on a à offrir à nos enfants, on doit le projeter à un horizon qui se compte en siècles et qui ne se compte pas en mois ou en années. Et du coup, voilà, donc en fait, j'avais envie de mener ce combat-là, et la possibilité ne m'en était plus offerte au Rassemblement National, ce qui fait que c'était assez logique pour moi de rejoindre Éric Zemmour. Est-ce que vous avez l'impression que l'évolution récente du Rassemblement National, pardon, avec Jordan Bardella, va changer ce cours des choses, ou plutôt cette impasse dans laquelle il s'était mis, finalement de ne pas parler de civilisationnel, comme vous venez de nous l'expliquer? Est-ce que ça va changer quelque chose, son arrivée? Bah, écoutez, il vient d'être élu, donc je pense que c'est difficile de savoir comment il va se positionner. L'interne du Rassemblement National, c'est une grosse machine compliquée, avec des histoires humaines assez complexes. Donc, je sais pas ce qu'il pourra faire. En tout cas, dans une perspective d'union des droites, on ne peut que souhaiter qu'il embrasse ce combat-là, ce qui voudrait dire mécaniquement qu'il se rapprocherait de tous les partis de droite, dont Reconquête évidemment, et ce qui nous permettrait, voilà, de s'assurer la victoire à des prochaines élections. En fait, moi, j'en ai quand même un peu ras-le-bol que la France soit à droite, et que finalement, en fait, chaque élection nous échappe depuis 15 ans, quoi. Il faudrait qu'on gagne au bout d'un moment. Ouais, vous avez bien compris effectivement le sens de ma question. C'était tout à fait ça. C'est est-ce qu'on va pouvoir converger à un moment électoralement avec un parti qui a pesé 42% des voix des Français au second tour, qui est donc un parti qui n'est pas si loin de la victoire, mais qui a besoin de force d'appoint. Je pense qu'il a besoin de nous, et que voilà, Jordan Bardella est un homme très intelligent, donc je pense qu'il fera lui aussi ce constat. Donc c'est bien d'être à plus de 40%. Honnêtement, moi qui ai été au Rassemblement National dans les années 90, enfin la marge de progression, elle est extraordinaire. Mais entre les années 90 et 2022, il s'est passé 30 ans, et la France n'a pas 30 ans. Donc j'espère qu'effectivement il aura le courage de prendre cette décision, d'avoir voilà des forces qui viendront en soutien, de manière à ce que la droite enfin remporte des élections. Et vous qui êtes très proche des deux vice-présidents, Marion Maréchal et Guillaume Pelletier, et aussi du président de Reconquête, est-ce que vous avez l'impression que les contacts avec le Rassemblement National se renforcent, se distendent, ou au contraire sont aléatoires? Qu'est-ce que vous en pensez de cette comment dit-on, pourrait-on dire, cette convergence des luttes, on va dire, hein, c'est pour parler comme la gauche?
On ne parle pas comme la gauche. Non, mais pour le moment, je pense que tout le monde, nous, l'objectif à Reconquête, il est assez clair. Je pense qu'en fait, il faut vraiment qu'on incarne ce combat pour la droite civilisationnelle. Sinon, à ce stade, personne ne le fait. Ça, c'est vraiment la force qui nous distingue. Et je pense qu'il nous permettra de nous distinguer pour les Français. Il y a plein de sujets que Reconquête est la seule à prendre en considération, à diagnostiquer, une fois qu'elle a posé les constats, à offrir des solutions. Et donc, je pense que il faut vraiment qu'on se concentre là-dessus. Et c'est comme ça que nous deviendrons forts et donc un interlocuteur privilégié. Est-ce que vous avez l'impression que la stratégie de Reconquête est déjà fixée jusqu'aux prochaines échéances électorales, c'est-à-dire, je crois, les européennes? Elle est déjà fixée clairement, ou est-ce que ce sont des actions sporadiques, comme on l'a vu avec Lola, Samuel Paty? Ou est-ce qu'il y a une stratégie de long terme, je dirais, qui est mise en place? En fait, là, on a eu des très, très gros sujets d'actualité. Vous reparliez de Lola. D'ailleurs, en fait, moi, je me désole un peu. Ça fait un mois et demi. On est déjà passé à autre chose, en fait. Il s'est passé un truc absolument dramatique. Et en fait, j'ai l'impression que ce drame, qui était bien au-delà du fait divers, qui disait tellement de choses sur la société, ça y est, en fait, on est passé sur deux nouvelles actualités, et en fait, des actualités en chasse d'autres. Et donc le fait vraiment de marquer de s'emparer de ces sujets-là, c'est primordial pour rappeler aux gens la réalité de ce que nous dénonçons d'une manière un peu plus doctrinale, c'est-à-dire le drame de l'immigration, etc., et ses conséquences extrêmement concrètes. Donc ce ne sont pas des coups politiques, c'est vraiment une manière de s'inscrire dans un combat vraiment plus doctrinal, enfin un combat des idées en tout cas. Oui, Laurent Berton disait qu'il y aura un après Lola. En effet, vous avez raison. Il ne semble pas qu'on ait changé de braquet depuis. Hein. Non, d'ailleurs, il y a ce vieux monsieur de 87 ou 88 ans à Besson, je crois. Je suis pas sûre de ne pas écorcher le nom de Beson peut-être. Oui, vous avez raison, Beson. Voilà, qui s'est fait aussi tuer dans des conditions abominables, et on a l'impression que à chaque fois on a plus ou moins les mêmes éléments qui créent ce qui devrait être un drame national à chaque fois. Donc on n'a pas le droit de laisser ces combats-là, et en tout cas de considérer ces événements comme des faits divers. C'est beaucoup plus que ça. Oui, absolument. Les Français n'ouvrent pas complètement les yeux encore, et on est là pour les leur ouvrir le plus vite possible. Alors, arrivons-en au cœur de notre entretien, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, pour nous parler de cette campagne Protégeons nos enfants, qui est quand même une initiative unique de reprise en main d'une école qui part à volo et qui est complètement perdue, qui ne sait plus où est sa boussole, où est la direction autre que le wokisme ambiant. Et on a un problème quasi insurmontable à gérer. Donc comment est-ce que vous la mettez en place, cette campagne? Et puis surtout, qu'est-ce que vous en attendez? Quels sont les objectifs réalistes, on va dire, dans un premier temps, que vous avez mis en place? Alors en fait, déjà, cette campagne, elle vient d'un constat qu'a très bien énoncé Éric Zemmour à nos dernières universités d'été à Gréoux-les-Bains, à savoir le grand endoctrinement, et notamment le grand endoctrinement à l'école. Ça, c'est une réalité, sauf que c'est bien de l'étayer d'exemples, en fait. Enfin, c'est extrêmement concret. Et donc, en fait, la campagne Protégeons nos enfants a demandé sur son site internet à des parents de témoigner, de nous envoyer leurs témoignages. D'ailleurs, j'invite tous nos téléspectateurs à le faire, si jamais en fait ils se rendent compte de choses qui les choquent au sein de l'école, parce qu'en fait on a collecté depuis le début, donc depuis ça fait 2 mois en gros, 2 mois et demi, des milliers de témoignages qui nous expliquent ce qui se passe à l'école. Alors ça va du petit fait anecdotique où on se dit quand même c'est très bizarre. Alors je le raconte souvent parce que ça prête à rire, mais c'est beaucoup plus grave que ça en vérité. Une professeure de français qui au collège apprend à ses élèves non plus le corbeau et le renard, mais la corneille et la renarde.
parce que il est évident que Jean de La Fontaine était certainement un mâle blanc hétérosexuel qui asservissait les femmes et qui en tout cas ne les mettait pas suffisamment à l'honneur, parce que comme chacun sait, Jean de La Fontaine n'a jamais écrit La cigale et la fourmi, par exemple. Donc ça prête à rire, mais en tout cas, dans l'idéologie qui soutient ce genre de démarche de la part de ce professeur, c'est absolument pas anodin. Comment est-ce qu'on apprend un texte de La Fontaine en le transformant, en le féminisant? Comment le texte est-il lui-même féminisé? Tous les mots sont remplacés? Ah bah alors, Vous connaissez les détails de l'affaire? Du coup, je serais bien embêtée. Autant je pourrais vous réciter Le Corbeau et le Renard, autant je crois que j'aurais du mal à vous réciter la corneille et la renarde. Vous voyez, c'est même intellectuellement difficile à faire, ce qui veut dire quand même on met en plus nos enfants dans des postures intellectuelles qui sont difficiles à tenir. C'est surréaliste. Et en plus, on ne leur apprend rien, puisque... Et en plus, on leur apprend où est l'instruction là-dedans? Alors, oui, puis quand même, il faut quand même un sacré degré de confiance en soi pour, en étant professeur, s'amuser à reprendre Jean de La Fontaine. En fait, moi, je m'y serais pas risquée personnellement, mais donc voilà, donc ça va de ces petites anecdotes-là à des choses plus conséquentes, comme ce que nous avons dénoncé récemment, c'est-à-dire une sortie scolaire organisée dans un camp de migrants au prétexte de travailler sur la frontière, l'exil, etc. Sauf que les élèves étaient invités à apporter des vêtements, à les laver, les trier, etc. Donc, ils participaient à la vie d'une association qui accueille les migrants, sans que, en tout cas, ça n'était pas dans la circulaire de présentation du projet qui a été adressée aux élèves et à leurs familles, un contradictoire soit offert, puisque, a priori, les élèves en question n'allaient pas visiter dans la foulée un collectif de riverains de camps de migrants qui en subissent un certain nombre de nuisances et qui aurait pu offrir une autre perspective sur les conséquences des migrations et de la proximité ou du vivre ensemble qu'il peut y avoir quand on a un camp de migrants à côté de chez soi. Et une telle initiative, selon vous, est couverte par le ministre lui-même, Pap Ndiaye, et par le ministère de l'Éducation nationale? Ça paraît complètement irréel. Ben, en tout cas, on a bien vu que cette professeure, qui en fait avait elle-même des engagements militants. Alors, ce qui est très bien, hein, pour le coup, elle a parfaitement le droit d'avoir des engagements militants à titre privé. Mais à partir du moment où c'est un parti pris qu'elle a et qu'elle l'impose aux enfants qu'elle a dans sa classe, là, ça pose un réel problème. Et quand donc cette affaire a éclaté, elle a été soutenue par le corps professoral, le rectorat, et au-delà de ça, Pap Ndiaye, qui est quand même un ministre qui, sur toutes les idéologies qu'on peut voir à l'école, nous pose un certain nombre de problèmes. Il est objectivement wokiste, il est très affairé, très soutien de l'immigration. Tout ce qui est propagande LGBT ne lui pose aucun problème. Et alors, moi, en tant que parent, je ne mets pas mes enfants à l'école pour qu'on leur fasse de la propagande. Moi, je mets mes enfants à l'école pour qu'on les instruise. Je rappelle que vous avez 6 enfants, Agnès Marion. Oui, ce qui m'a valu du coup de traîner mes guêtres dans les établissements scolaires depuis un sacré nombre d'années maintenant. Pas nécessairement les établissements scolaires publics, hein. Alors moi, j'ai tout fait. J'en ai encore d'ailleurs dans le public, j'en ai dans le privé, j'ai eu primaire, collège, lycée, j'en ai même une à la fac aujourd'hui. Donc j'ai quand même une vision assez transverse de l'école. Et puis quand j'étais toute jeune, j'ai été professeure remplaçante aussi de français, de latin et de grec. Mais latin et grec, je saurais plus faire. Français, je pourrais peut-être encore me débrouiller, mais latin et grec, je n'y arriverai plus. Dans des ZEP. Donc, j'ai une petite idée de ce qui se passe aussi dans ce genre d'établissement. Bon, félicitations, hein, parce que c'est vraiment impressionnant de vous voir mener tout ça de front. Et pour en revenir à la campagne Protégeons nos enfants, quels sont les retours, alors en dehors de
de ce que vous nous expliquez. Moi-même, je vous ai envoyé l'autre jour Exactement. qui avait un contrôle de connaissances sur l'islam. On se demande ce que ça vient faire en programme de 5e en histoire. Enfin, ça paraît. Pourquoi l'islam? Pourquoi pas une autre religion? Je comprends pas très bien. Et vous répondez à chaque fois, donc vous êtes très très attentive à tous les petits signaux, faibles ou forts, qui vous sont envoyés. Mais qu'est-ce que fondamentalement ça va changer dans l'école française? Est-ce que vous pensez que le mouvement prend? Alors, en fait, ce qui est très nouveau, en fait, je vous disais que donc il y avait le constat qu'avait fait Éric Zemmour, qui était celui d'un grand endoctrinement dans la société et qui passait très particulièrement par l'école. Et puis en fait, l'autre constat, et celui que j'ai bien éprouvé comme mère de famille, c'est que quand vous avez quelque chose qui vous choque dans le contenu scolaire, dans ce qu'on apprend à vos enfants, vous êtes très démunis et très isolés pour le faire remonter à une hiérarchie, parce que vous prenez tout le mur de l'institution, qui est assez solidaire, pardon. Et du coup, voilà, vous êtes un petit peu seul, embêté avec votre propagande LGBT qui arrive insidieusement dans un cours sur l'inclusion. Enfin bon, bref, il y a plein de petits vecteurs. Et vous savez pas trop comment faire, en fait, parce que finalement, les parents se croisent assez peu. Je crois qu'ils se croisent encore un peu moins avec le Covid, qui a quand même bien aussi délité les liens qu'il pouvait avoir entre les parents. Donc, les gens se connaissent pas si bien que ça. Vous remontez à l'institution scolaire, vous avez une sorte de mur où c'est parfaitement normal. Sauf que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je mets mes enfants à l'école pour qu'ils sachent lire, écrire, compter. On a quand même une institution scolaire qui se casse la figure dans tous les classements internationaux. Nos enfants, je crois que tous les parents s'en rendent compte, hein, ont quand même peinent beaucoup en orthographe, arrivent en 6e sans connaître tous les verbes à tous les temps, à tous les modes. Enfin voilà, donc il y a un vrai affaiblissement du niveau scolaire. Ouais. Et à côté de ça, Zemmour le dénonce depuis 20 ans d'ailleurs. Absolument. Et à côté de ça, alors nos enfants reviennent de l'école avec en sachant trier les déchets, en sachant qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour, ce qui est très bien, mais qui a priori est le rôle des parents, qui sont les premiers éducateurs, et ça, voilà, ça relève plus de l'éducation. Et Pape Ndiaye, il a dit, il y a pas longtemps, il faut apprendre aux enfants à bien penser. Il n'a pas expliqué qu'il fallait les instruire. Oui, oui, et en fait, en ça, Pape Ndiaye n'est pas tout à fait une nouveauté, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un précédent ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, qui expliquait qu'il fallait arracher les enfants à tous leurs déterminismes familiaux. Or, moi, je veux que... Alors, je répète à l'envi cette phrase, ces paroles d'une chanson de Michel Sardou, Les 2 écoles, qui dit à un moment donné dans cette chanson « Je veux que mes enfants s'instruisent à mon école, s'ils ressemblent à quelqu'un autant que ce soit moi ». Et je pense que c'est très vrai. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie. J'ai envie que mes enfants reçoivent une partie de mon héritage dont ils feront ce qu'ils auront envie de faire après, hein. Ça, c'est en toute liberté. Mais c'est d'abord mon héritage qu'ils doivent recevoir, et l'école doit leur offrir les armes pour avoir un esprit critique, du discernement, etc. Précisément parce qu'on leur aura donné les outils formidables qui sont le fait de savoir lire correctement, avec une bonne compréhension, l'orthographe, savoir compter, etc. Ce qui leur permettra d'user de leur discernement. Oui, réduire les inégalités sociales ou bien penser sont des objectifs tout à fait autres. Oui, oui. Ah ben alors, en fait, le premier objectif que définit Pape Ndiaye pour son école, il en a donné la consigne aux professeurs et aux instituteurs récemment, c'est de lutter contre les inégalités. Et l'apprentissage des fondamentaux ne vient que derrière. Or, c'est parce qu'on apprend les fondamentaux que, du coup, l'égalité entre les enfants peut être rétablie. Oui, puis en plus, il joue sur les mots, puisqu'il parle d'inégalité sociale, et on entend derrière ce mot plutôt inégalité ethnique dans sa bouche, hein. Oui, certainement que voilà, social est un mot valise. Bon, comment est-ce que vous êtes organisé alors pour la campagne Protégeons nos enfants? Vous avez combien de référents? Comment ça se passe? C'est pyramidal, c'est transverse? Comment ça se passe? C'est en train de se structurer, parce qu'en fait, on est un peu dépassé par le succès que remporte cette campagne. Donc, on a 38, alors j'ai pas repris les chiffres du jour, mais bon, on était à 38 000 personnes qui avaient signé, qui s'étaient engagées sur le réseau, sur la campagne Protégeons nos enfants. On a des parents référents,
Et on a des milliers de témoignages qui nous arrivent, voilà, qu'on classe. Alors il y a la propagande qui est wokiste, il y a la propagande qui est LGBT, et puis il y a aussi toute l'offensive islamique à l'école qui, pour le coup, est souvent camouflée par l'institution. Vous savez, le fameux pas de vaguisme dont se désolent les professeurs. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, beaucoup de parents nous ont aussi rapporté des histoires incroyables où on a des petits-enfants qui se font traiter de porcs parce que précisément ils en mangent à la cantine quand ils ont encore la chance d'en avoir dans leur assiette, parce que les municipalités ne les ont pas retirés des menus scolaires. On a au-delà des abayas, il y a des élèves même qui nous expliquent qu'il y a des prières au sein des établissements, alors un peu cachées dans les cages d'escalier, etc. Mais donc voilà, il y a une vraie offensive islamique et Reconquête, notamment via la campagne Protection de nos enfants, a vraiment été à la pointe dans la dénonciation de ce fait qui est complètement inacceptable, parce que enfin, ça devrait paraître tellement logique à tout le monde, c'est-à-dire que, vous savez, il y a la fameuse phrase de Jean Zay, qui était un ministre de l'éducation du Front populaire, donc on ne peut pas trop l'accuser. Ministre des Sports, si ma mémoire est bonne, non? Peut-être des sports. Ou de l'éducation? Il me semble que c'était l'éducation. Mais bon, 1936 en gros, et qui explique que l'école doit rester ce sanctuaire où les querelles des hommes ne rentrent pas. En fait, si on s'en tenait juste à ça, en fait, ce serait parfait. En fait, nos enfants apprendraient à lire, écrire, compter, à aimer la France, parce que bon, voilà, c'est quand même aussi important. Et mais sans avoir tous comment dire, les sujets sociétaux qui sont des sujets dont on peut parler, dont on peut débattre dans la société, mais pas à l'école précisément, parce que c'est l'endroit où en fait les enfants se forment leur jugement, ont les outils pour ça, et qu'en fait ils sont pas du tout à l'âge de recevoir comme des contenants, voilà, qui aspirent de la propagande sans avoir les possibilités de discernement. Vous avez l'impression que sous couvert d'antiracisme, l'institution finalement couvre l'offensive islamique dont vous parliez? Bah écoutez, en tout cas, on a le sentiment que, pour avoir échangé avec quelques professeurs à ce sujet, il faut pas faire de vagues, et c'est compliqué quand un professeur se retrouve voilà, à signaler un incident en classe, quelque chose qui va dans le sens d'une radicalisation. Quand il explique qu'il a peur, on déplace très souvent les professeurs, plus qu'on ne met l'élève et sa famille en face de la réalité de ce qu'il a pu dire ou faire, en expliquant que ça n'a pas du tout sa place, ni dans l'école, ni en France d'ailleurs. Et Samuel Paty n'a rien changé à ça? Et Samuel Paty, malheureusement, semblerait-il. Ouais, malheureusement, n'a rien changé à ça. C'est terrible de le dire, hein, parce que cet homme-là, il a perdu la vie, et que le minimum aurait été que ça puisse servir, en tout cas, voilà, la cause de tous les professeurs qui se retrouvent confrontés à l'islamisation de la société, et c'est pas du tout le cas. Il y a un sondage IFOP, je crois, qui est sorti en fin de semaine dernière, je pense, qui explique qu'un professeur sur deux s'est déjà censuré pour éviter des heures dans la classe. Donc il y a de l'autocensure, il y a de la censure directe, il y a une couverture d'actes. Ça fait beaucoup quand même, hein. C'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Ce qui est inquiétant aussi, c'est la difficulté qu'on peut avoir à le dénoncer. Voilà. Et alors, ça a fait beaucoup de bruit, hein, l'offensive islamique à l'école. On en a beaucoup parlé au mois de septembre, octobre. Mais c'est pas parce qu'on en parle un peu moins aujourd'hui que ces faits-là sont plus rares. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Donc c'est aussi un combat, un objectif que se fixent les parents vigilants. Bon, ben, félicitations pour cette initiative et votre porte-parole là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Vous avez un site internet, on peut vous envoyer des contributions, de l'argent, comment ça se passe? De l'argent. Vous avez besoin d'argent? Vous avez besoin de fonds? On a toujours besoin d'argent. Non, plus sérieusement, on a un site internet qui s'appelle protégeons-nos-enfants.fr, sur lequel vous pouvez d'une part rejoindre cette campagne Protégeons nos enfants, ce qui vous permettra d'être informé de toutes nos actions. Vous pouvez également sur ce site
témoigner si vous avez assisté à un fait à l'école où on vous a rapporté un fait qui mérite d'être signalé. Ce témoignage, vous pouvez également l'étayer avec, vous avez la possibilité de glisser des scans de photos, de vidéos, etc., de manière à voilà, montrer ce que vous avez vu. Et puis, vous pouvez également en parler autour de vous parce que voilà, les repas de Noël, c'est l'occasion. En fait, on voit la famille, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui assistent à des faits de propagande à l'école. Mais bon, voilà, comme ils sont un peu démunis, ils savent pas exactement vers qui se tourner. Les parents d'élèves sont assez mal représentés. Les syndicats de parents d'élèves sont très progressistes à minima, marqués à gauche très souvent. Donc c'est assez difficile de faire remonter les informations par ce biais-là, alors que c'est les interlocuteurs de l'institution scolaire, par définition. Donc voilà, ça peut permettre à des gens même de se réveiller parfois et de se rendre compte que ce qui leur a un peu déplu dans les contenus qu'ils ont vus offerts à leurs enfants, ils ont le droit de s'en choquer en fait. Parfois les gens s'autorisent même plus à se dire je suis pas d'accord, ça me choque parce que le fait d'être isolé, ça porte pas, ça n'aide pas à se rendre compte de la gravité de ce que c'est, voilà. Ouais, je le confirme en tant que parent d'élève, c'est très compliqué d'en parler avec les autres parents et ils n'osent pas réagir vraiment. Exactement. Donc c'est une façon aussi de libérer la parole des parents, voilà, en se souvenant bien qu'on est les premiers éducateurs de nos enfants. Donc on a le droit de dire que ça ne va pas, que ça ne nous convient pas, et que ce qu'on attend de l'école, voilà, c'est vraiment d'instruire sur les fondamentaux. Mais la propagande, ça n'est absolument pas le rôle de l'école. Qu'on soit adhérent ou non au mouvement Reconquête n'y change rien. Absolument. Et d'ailleurs, c'est assez significatif, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent alors qu'ils ne sont absolument pas liés à Reconquête d'une quelconque manière, mais simplement parce que on a été le seul recours qu'ils ont trouvé pour essayer d'avoir un petit levier sur ce qui se passait à l'intérieur de la classe de leur enfant. Encore bravo pour cette initiative, pour cette campagne, Agnès Marion. Est-ce que vous avez un mot de la fin à adresser à nos abonnés et aux Français, plus généralement, qui pourraient tomber sur cette interview et regarder notre chaîne qui ne cesse finalement de grossir? Eh bien, écoutez, je vais rester dans le ton de cette période, c'est-à-dire je vais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël, parce qu'on n'a plus le droit de dire joyeux Noël, donc je trouve que c'est toujours une grande joie de pouvoir rappeler que voilà, c'est parce que il y a un enfant voilà qui est né dans une crèche que l'on fête les fêtes de fin d'année, et que c'est pour cette raison-là et que c'est une raison chrétienne, voilà, qu'on accepte notre héritage. Donc très joyeux Noël à vous tous. Vous avez une crèche derrière vous et c'est effectivement la fête de la nativité. Absolument. La fête de la nativité, et protégeons nos enfants, on est quand même pas très loin du sujet. Tout à fait. Merci mille fois de votre venue aujourd'hui, Agnès Marion, et on vous souhaite beaucoup de succès dans cette entreprise et on fera tout pour vous soutenir. On vous tiendra au courant en tout cas. À bientôt. Merci.